Boomerang Éditeur Jeunesse présente Slalom, perdu dans les catacombes. Un livre écrit par Stéphanie Gervais et lu par Nicolas Savard-L'Herbier. Arrête, c'est ici l'Empire de la mort. Le Petit Parisien, 22 novembre 2021. La galerie d'art à vos pinceaux ravagée par les flammes, par Hugo Dulac. Dans la nuit de samedi à dimanche, un feu s'est déclaré dans l'immeuble abritant la célèbre galerie d'art à vos pinceaux. Les toiles de l'artiste parisienne connue sous le pseudonyme Siol, qui était exposée depuis plusieurs mois, ont toutes été réduites en cendres. Elles étaient d'une très grande valeur. La galeriste Maude Marchand, avec qui le Petit Parisien s'est entretenu hier en fin de journée, qualifie cet événement de pire catastrophe qu'ait connu le milieu des arts depuis 10 ans. Elle ajoute que la destruction des tableaux de la peintre Siol est une grande perte pour la culture parisienne. Au cours des prochaines semaines, des travaux seront entrepris à la galerie afin de la remettre en état le plus rapidement possible, en espérant qu'elle puisse, d'ici quelques mois, renaître de ses cendres. Le Petit Parisien, 12 décembre 2021. Une baisse d'achalandage qui dérange aux catacombes de Paris, par Lucie Duval. La baisse d'achalandage que subissent les catacombes de Paris continue d'inquiéter l'administrateur principal de ce lieu historique, Paul Doucet. En effet, depuis quelques semaines, les visiteurs se font moins nombreux. Il arrive même fréquemment que des groupes annulent leur visite à la dernière minute. Paul Doucet souligne qu'il ne comprend pas cette baisse soudaine d'intérêt envers les catacombes, qu'il considère comme un incontournable des lieux historiques parisiens. En entrevue hier avec le journal, il a annoncé que son équipe allait travailler très fort afin de trouver des moyens de redorer le blason de ce site hors du commun. Il songe même à permettre au grand public, d'ici quelques semaines, d'accéder aux différents sites où ont lieu des fouilles archéologiques dirigées par la célèbre archéologue urbaine Lisa Prescott. Comme ces fouilles sont effectuées dans des tunnels et des galeries non balisées du Paris souterrain, le courage et la bravoure seront nécessaires pour s'y aventurer. Le Petit Parisien, 19 décembre 2021. Un étrange graffiti dans la galerie incendiée, par Olivier Duquet. L'enquête est toujours en cours afin de déterminer les causes de l'incendie de la galerie d'art à vos pinceaux. Pour l'instant, aucune hypothèse n'est écartée, et les enquêteurs jonglent avec plusieurs possibilités, dont une simple maladresse, un acte volontaire ou encore une installation électrique défectueuse. Toutefois, un détail étrange en lien avec la tragédie a été dévoilé il y a quelques jours par la propriétaire de la galerie. Maude Marchand explique « Quand je suis retourné sur les lieux la semaine dernière en compagnie de l'équipe responsable des travaux de restauration, j'ai remarqué que l'arrière-boutique avait été épargnée par les flammes. Sur un des murs, j'ai aperçu un petit graffiti très étrange qui, j'en suis persuadé, n'était pas là avant l'incendie. Ça ressemblait à la lettre A, encadrée par 3 petits traits qui ne se touchaient pas. J'ai trouvé ça très étrange. Ce détail en apparence anodin pourrait-il être la clé de l'énigme? À suivre dans les prochaines semaines. Le Petit Parisien, 8 janvier 2022. Des policiers de plus en plus présents dans les catacombes de Paris. Par Marc Gingras. L'intérêt pour les souterrains de Paris ne date pas d'hier. De nombreuses personnes y pénètrent chaque semaine, bien que cela soit interdit et dangereux. C'est la raison pour laquelle des policiers de la brigade d'intervention et de protection de la préfecture de Paris arpentent les souterrains de la ville, et ce, chaque semaine. Pourtant, y rencontrer un policier les jours de semaine est plutôt rare. C'est en effet durant le week-end que les catacombes se remplissent de curieux et d'aventuriers. On contrôle habituellement entre 50 et 70 personnes pendant nos patrouilles du vendredi ou du samedi soir, explique Vincent Page, un policier de cette brigade. La plupart du temps, il s'agit d'adolescents en quête de sensations fortes, d'originaux à la recherche d'un endroit étrange pour faire la fête, ou encore de passionnés de tous les âges souhaitant prendre soin de ce lieu patrimonial. Rappelons à quel point il peut être dangereux pour des gens non expérimentés de s'introduire dans les souterrains de Paris. Ce crime est passible d'une amende salée ainsi que d'une convocation devant le tribunal. Chapitre 1. La veille du départ. Jeudi, 18h16. Zoé est dans sa chambre, installée confortablement sur son lit.
Sa tablette dans les mains, elle navigue sur le web à la recherche d'informations sur la ville de Paris et ses célèbres catacombes. Dehors, un orage d'hiver fait des siennes. De la grêle tombe du ciel et de grandes bourrasques font craquer la maison. Soudain, on cogne à la porte. L'adolescente lève la tête et demande « C'est qui? » « C'est moi, » lui répond son frère depuis le couloir. « Je peux entrer? » Zoé soupire et ramène son regard sur sa tablette avant de répondre « Oui. » La porte s'ouvre. Son frère Simon, de 2 ans son cadet, fait rapidement éruption dans la pièce. Avec nonchalance, il se laisse tomber à côté d'elle, à plat ventre sur le lit. Pendant quelques secondes, il regarde Zoé pianoter sur son appareil électronique. Puis, constatant qu'il ne réagit pas à sa présence, il lui demande « T'as vraiment l'air concentré, tu fais quoi? » « Rien de spécial, » lui répond Zoé. « Je navigue un peu sur Internet. »« Ouais, ça je m'en doute puisque t'as les yeux rivés sur ton écran. Mais tu cherches quoi au juste? »« Je lis des trucs sur la ville de Paris. J'essaie de trouver des activités intéressantes à faire là-bas. C'est cool d'y aller pour la semaine de relâche, mais en même temps, j'ai peur qu'on s'ennuie tous les deux. Papa et maman seront bien occupés avec leur travail. Pour eux, c'est un voyage d'affaires. »« Ouais, mais tu oublies tante Lisa? » s'exclame le garçon. Zoé soupire avant de reprendre. Oui, je sais que tante Lisa a promis qu'elle s'occuperait de nous, mais on ne la connaît pas beaucoup, cette tante-là. À peu près tout ce qu'on sait d'elle, c'est qu'il s'agit d'une globe-trotteuse célibataire et sans enfant qui ne tient pas en place. Elle passe son temps à parcourir le monde pour son travail. On l'a vu 3 ou 4 fois depuis notre naissance? C'est très peu. Je n'ai pas vraiment l'impression de la connaître. La lumière produite par le plafonnier vacille. Je crois bien qu'on va perdre le courant ce soir, lance Zoé. C'est la 3e fois que je vois la lumière trembler en 30 minutes. On n'est vraiment pas chanceux. Il fait tempête la veille de notre départ à Paris. Notre vol sera peut-être annulé, qui sait? Ça me surprendrait, lui répond Simon. L'aéroport est à des kilomètres d'ici, à Montréal. Là-bas, les conditions météo sont pas mauvaises. Zoé relève les yeux vers son frère et demande « Comment tu sais ça? »« Facile, j'ai consulté le canal météo. »« Ouais. »« Bon, revenons à nos moutons, » enchaîne Simon. « T'as peur de pas t'entendre avec tante Lisa, c'est ça? » Zoé secoue la tête avant de tourner à nouveau son regard vers sa tablette. « Non, ce que je crains le plus, c'est qu'on soit un fardeau pour elle. Elle a l'air tellement occupée tout le temps. » Simon lui tapote le bras à quelques reprises pour la réconforter. « Tu t'en fais pour rien, Zoé. Je suis certain que tout va bien se passer. Elle est très jeune, tante Lisa. Elle pourrait presque être notre grande sœur. Je suis certain qu'on va bien s'entendre tous les 3. Et puis, on sera pas toujours sous sa supervision. J'imagine que papa et maman vont nous laisser un peu de liberté pendant qu'ils seront au travail. À 12 ans et 14 ans, on n'est tout de même plus des bébés. J'aimerais tellement ça qu'on puisse partir à la découverte de la ville à quelques reprises, juste toi et moi. Ce serait cool, non? Je compterais pas trop là-dessus, frérot. Paris, c'est vraiment une très grande ville. Un endroit plein de vie. Selon ce que j'ai lu tout à l'heure, elle compte un peu plus de 2 millions d'habitants et 5 fois plus si on y ajoute l'agglomération au complet. Ça fait pas mal de monde au mètre carré, ça. Le taux de criminalité y est aussi très élevé. Cambriolage, harcèlement, agression, trafic de toutes sortes et rixes s'y produisent quotidiennement. Rix? Jamais entendu parler de ça, réplique Simon. Qu'est-ce que c'est? Une rixe, c'est une chicane. Non, c'est plutôt une grosse bataille avec des coups violents qui se déroulent dans un lieu public, comme un parc ou un stationnement. Charmant, non? Que veux-tu dire par trafic de toutes sortes? Renchérit le garçon. Comme dans toutes les villes du monde, il y a à Paris des gens qui font le commerce illégal de plein de trucs. Comme quoi? Comme le trafic d'animaux, d'armes, de drogue ou encore de biens culturels comme des œuvres d'art, explique l'aîné. Simon prend quelques secondes pour réfléchir. Malgré ce que sa sœur vient de lui dire, il décide de ne pas se laisser impressionner. Il reprend sur une note plus optimiste. « Ne pense pas à toutes ces horreurs, Zoé. Paris, c'est aussi la ville où se trouve la Tour Eiffel, la cathédrale gothique Notre-Dame de Paris, le musée du Louvre, les Champs-Élysées, le jardin du Luxembourg. Notre-Dame de Paris a brûlé en 2019, le coupe froidement Zoé. Simon soupire bruyamment. Elle est en reconstruction, voyons. Et puis même si elle a brûlé, ça reste Notre-Dame. Qu'est-ce que t'es rabat-joie ce soir? Changement de sujet. Ta valise est prête? Ouais, et juste derrière la porte, lui répond Zoé, les yeux toujours fixés sur son écran. La tienne? Non, je l'ai pas encore bouclée. J'ai demandé à maman tout à l'heure de me laver 3 chandails que je tiens absolument à apporter en France. J'attends qu'ils soient prêts avant de la finaliser. Pas ton iPod, ajoute l'adolescente. Il paraît qu'on pourra s'en servir là-bas pour communiquer. Et ta console de jeu portative, tu l'emmènes aussi? Ouais, j'ai placé mon iPod et ma console dans le sac à dos que je garderai avec moi dans l'avion. Je compte bien te l'emprunter à quelques reprises pour passer le temps, répond l'aîné en déposant enfin sa tablette sur sa table de chevet. 7 heures de vol, c'est pas rien.
Zoé plonge son regard dans celui de son frère, puis, pour se faire pardonner sa mauvaise humeur des dernières minutes, elle ajoute « De mon côté, j'ai pris ma liseuse. Si tu le souhaites, on peut télécharger quelques romans numériques. » Simon apprécie le changement d'attitude de sa grande sœur. Il se relève, enjoué, et répond « Bonne idée. C'est gentil de me l'offrir. Il y a justement une série qui m'intéresse en ce moment. J'ai lu le tome 1 la semaine dernière. On pourrait regarder si les tomes 2, 3 et 4 sont disponibles. Merci, Zoé. » L'adolescente se lève pour se diriger vers son ordinateur portable posé sur son petit bureau de travail. Elle s'assoit sur sa chaise et appuie sur une touche du clavier pour faire disparaître le mode veille. Son frère la suit et reste debout, juste derrière elle, pour la regarder se connecter à son compte de la bibliothèque publique de la ville. Un peu plus tard, les romans numériques de Simon sont téléchargés sur la liseuse de Zoé. Le garçon remercie de nouveau son aîné avant d'ajouter « Zut, j'ai placé ma console dans mon sac, mais j'ai oublié de prendre le fil pour la recharger. Je dois m'en occuper maintenant, sinon je risque de l'oublier. Je te laisse. À plus tard. » Le garçon sort en vitesse de la chambre de Zoé. Cette dernière retourne s'installer sur son lit et s'empare de nouveau de sa tablette afin de finir l'article qu'elle avait sous le nez tout à l'heure. Un article très intéressant au sujet de sa tante Lisa. Quelques secondes plus tard, de la grêle se met à tomber tandis qu'une bourrasque encore plus forte que les précédentes secoue la maison et toutes les lumières s'éteignent simultanément. « Génial !» murmure l'adolescente. Le Petit Parisien, 15 novembre 2021. Une célèbre archéologue urbaine pose ses valises à Paris. Par Joshua Perron. Le 10 novembre dernier, Lisa Prescott, la célèbre archéologue urbaine de réputation internationale, a posé ses valises pour une durée indéterminée à Paris, la ville lumière. Pendant plusieurs semaines, elle aura le mandat d'explorer et de cartographier certaines galeries des catacombes inaccessibles au public. Rappelons que les catacombes sont un labyrinthe souterrain unique dans lequel se trouvent les squelettes de plusieurs millions de Parisiens. Pourquoi tant de restes humains reposent-ils là plutôt que dans les cimetières de Paris? La réponse est très simple. Au 18e siècle, Paris était aux prises avec de graves problèmes de salubrité dans les cimetières. La décision fut prise d'enfouir les ossements humains sous terre. Ce n'est qu'en 1809 que cet endroit unique au monde a été ouvert officiellement au public. Dans une entrevue exclusive qu'elle a accordée au journal, Mme Prescott rappelle qu'autrefois, les galeries souterraines des catacombes permettaient aux bandits et aux contrebandiers en tout genre d'entrer dans Paris et d'en sortir sans devoir passer par les postes de péage à l'entrée de la ville ainsi que d'entreposer des marchandises destinées au marché noir. Une information qui donne froid dans le dos, non? Aujourd'hui, il est strictement interdit d'entrer dans les galeries des catacombes qui ne sont pas ouvertes au public sans autorisation spéciale, sous peine d'amende. Espérons que ce vaste terrain de jeu permettra à la Dr Prescott de faire des découvertes aussi inusitées que sensationnelles. Chapitre 2. Vendredi. 3h33. Zoé se réveille dans le noir total, en sueur. Son cœur palpite. L'adolescente sait que c'est la nuit, car elle porte son pyjama et se trouve dans son lit enroulée dans ses couvertures. Elle vient de faire un cauchemar étrange et ça la perturbe. Dans son rêve, elle était enfermée dans une petite salle froide et humide dont les murs étaient constitués de blocs de pierre. La pièce était sombre et silencieuse. Zoé n'y voyait rien. À tâtons, elle essayait de trouver une issue sans succès. À travers les murs de pierre, elle pouvait entendre son frère crier à l'aide. Elle sentait la panique la gagner. À un certain moment, son pied avait buté contre une pile de petits objets. Malgré le noir total, Zoé avait tendu la main pour essayer de découvrir ce que c'était et s'était rendu compte qu'il s'agissait d'ossements. Elle avait alors crié très fort avant de se réveiller. Encore un peu sous le choc, Zoé regarde par la fenêtre de sa chambre. La lune diffuse une lueur bleutée sur le paysage. La tempête semble s'être calmée. Les bourrasques et la grêle ont cessé. Assoiffée, l'adolescente se redresse et tend le bras vers le verre d'eau posé sur sa table de chevet pour en prendre quelques gorgées. Elle effleure ensuite l'écran de sa tablette pour découvrir l'heure qu'il est. L'écran, en mode veille, se rallume et indique 3h33. « Ce n'est vraiment pas le moment de me lever, » murmure-t-elle. « Il faut que je réussisse à me rendormir. » Elle s'allonge de nouveau, tapote ses oreillers avec ses poings et remonte les couvertures sous son nez. Elle ferme ensuite les yeux pour tenter de retrouver le sommeil, mais ses pensées sont obnubilées par les ossements poussiéreux qu'elle a touchés dans son rêve. Cette scène avait l'air si réelle. Sous les couvertures, elle se secoue les mains de dégoût car elle a l'étrange impression que ses doigts sont recouverts d'une fine poussière grisâtre. Une demi-heure plus tard, elle se rendort enfin. 8 heures. C'est le matin du grand départ.
Après avoir soigneusement empilé les bagages dans le coffre, la famille Prescott prend place dans la fourgonnette familiale. L'atmosphère est un peu tendue. Le cauchemar de Zoé lui a fait passer une très mauvaise nuit et elle se sent d'humeur grincheuse. Et puis, c'est la première fois que la petite famille a la chance de partir en voyage sur le vieux continent. Les parents, Mathieu et Sandra, sont heureux d'avoir la chance de faire ce voyage, mais aussi un peu nerveux car ils craignent d'avoir oublié quelque chose d'important. Mathieu, demande Sandra en bouclant sa ceinture, tu as mis dans la valise mon ordinateur portable ainsi que les 3 dossiers importants dont on va avoir besoin en France. Oui, Sandra, lui répond son mari en démarrant la voiture. De toute manière, comme tu le sais déjà, tous les dossiers sont numérisés sur un nuage en ligne. Si jamais il devait leur arriver quelque chose, on pourrait à tout moment récupérer des copies de chacun d'entre eux. De ton côté, tu as pensé au passeport? Évidemment, répond la mère de famille. Je les ai, ainsi que les billets d'avion numériques et les cartes d'identité de chacun d'entre nous. Tu te souviens d'avoir vu passer notre trousse de médicaments? Oui, soupire Mathieu. Les brosses à dents? Oui. Ma trousse de maquillage? Oui. Les coordonnées de ta sœur à Paris? C'est elle qui doit venir nous chercher à l'aéroport. Alors il faut être certain de pouvoir la joindre par téléphone ou par texto dès l'atterrissage pour l'aviser de notre arrivée. Oui. J'ai noté les coordonnées de Lisa dans mon cellulaire. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.